Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les gouvernements de Kinshasa et les M23 ont examiné et adopté mercredi 6 février les rapports sur l'évaluation de l'accord de paix signé le 23 mars 2009 entre Kinshasa et les CNDP. Cette évaluation constitue les premiers points à l'ordre du jour des négociations entre les deux parties qui ont lieu à Kampala. Est-ce finalement une avancée significative dans ces négociations? Monsieur Etienne Nandou, je tiens à vous rappeler, comme d'habitude, que le gouvernement de Kinshasa dont vous parlez est un gouvernement usurpateur, issu des fraudes et des élections chaotiques de novembre et décembre 2011. Et personnellement, je n'attends rien de bon de Kampala. Et Kampala sera pour nous une énième occasion dont ce gouvernement usurpateur va se saisir pour infiltrer nos institutions, les institutions du pays. Il va profiter de notre naïveté ou de la naïveté de certains d'entre nous pour que ces agents du Rwanda et de l'Ouganda que nous appelons M23 puissent siéger au sein des institutions congolaises afin de pouvoir davantage les affaiblir et poursuivre la marche vers la balkanisation et l'implosion de notre pays. Mais pendant que ces dialogues se terminent, puisque je rappelle que cela va faire 2 mois que cela a débuté à Kampala, nous avons appris que c'est le gouvernement de Kinshasa qui assume les frais de 2 délégations. Et ces derniers souhaiteraient limiter les dépenses. Tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à cela? Que le gouvernement paie aussi les factures de la rébellion. Est-ce que cela vous surprend-il? Monsieur Etienne Nandou, j'ai en horreur le mot réaction. Je commente cette actualité-là en me référant aux différentes émissions que nous avons déjà réalisées avec vous. Je vous rappelle qu'au cours de plusieurs de nos émissions, je vous ai dit que ce qui s'est passé entre le gouvernement usurpateur de Kinshasa et le M23, c'était une mise en scène parce que ce gouvernement usurpateur et le M23 faisaient partie d'une même alliance politique, l'alliance pour la majorité, présidentielle. C'est cette alliance qui a eu des difficultés internes, qui a mis ces difficultés internes en scène pour pouvoir théâtraliser la vie politique chez nous. Et vous avez là une preuve suffisante de cette théâtralisation de la vie politique, c'est que le gouvernement usurpateur de Kinshasa supporte les frais de son allié que nous appelons M23. Je vous rappelle encore une fois, Monsieur Etienne Nandou, que le président de la direction politique du M23, Monsieur Runiga, avait été à Kinshasa signer un accord qui faisait du CNDP un membre à part entière de cette alliance kabyliste. Là, nous avons une preuve supplémentaire de la complicité entre le gouvernement usurpateur de Kinshasa et le M23. Donc, ceux et celles d'entre nous qui voudraient encore nous faire croire que le M23 et le gouvernement usurpateur de Kinshasa sont des ennemis, ont là une preuve qu'ils ne mentent pas. Très bien. Le Rwanda s'apprête à lancer une bourse de matières premières pour l'Afrique de l'Est. Cette ambition n'est toutefois pas nouvelle. Elle s'est jusqu'à ce jour heurtée à tous ceux qui soupçonnent Kagame de chercher à travers une telle plateforme à blanchir un trafic
des matières premières issues de la RDC. Hein? Et puis en dehors du thé qui lui est reconnu depuis toujours comme la plus importante matière qu'elle exporte, d'où est-ce que les Rwandais tireraient les matières premières à exposer sur ce marché? Monsieur Tengandu, la réponse à la question que vous me posez est trop simple, mais je vous dirais que le Rwanda de Paul Kagame est en train d'imiter ses parents. Quand vous lisez La route vers le nouveau désordre mondial de Peter Dalscott, vous vous rendez compte que ce que les parents de Kagame essaient de blanchir à travers le monde, c'est honteux. C'est honteux. Rassurez-vous qu'ils blanchissent, ils font le blanchiment des drogues. Et ils travaillent avec des banques qui s'adonnent au blanchiment de drogue pour pouvoir soutenir les guerres qu'ils mènent à travers le monde. Que Kagame, qu'il soutienne, s'adonne au blanchiment des matières premières que son pays et les milices qu'il essaie de monter depuis les années 90, qui s'adonnent au blanchiment de ces matières premières et qu'il soit applaudi par ses parents, ça ne peut étonner que les naïfs. Hein? Donc c'est clair que ce sont les matières premières qu'ils volent au Congo à travers les milices qu'ils montent interposées. Ce sont ces matières-là qui feront partie de sa bourse des matières premières. Mais pour combien de temps, je saurais le dire. Hein? Mais que le Rwanda crée un tel marché, ce serait évidemment avec le soutien de ses parrains occidentaux. Oui, mais M. Tengandu, avec le soutien de ses parrains occidentaux, mais avec en suivant les règles du marché. Les règles du marché ne tiennent compte que du profit. Les sources de provenance des matières premières n'intéressent pas beaucoup le marché. Je pense que ce sont là les petites réalités dont nous devrions de plus en plus nous imprégner. Le marché tel qu'il fonctionne à l'heure d'aujourd'hui est fondé sur le profit maximal, il est fondé sur la cupidité, il est fondé sur la compétitivité et la concurrence sauvage, il est fondé sur le vol, et nous ne pouvons pas, en essayant de considérer les règles, ces règles-là, remettre, nous triturer les nerfs pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer réellement. Mais les Rwandais, en mettant en place ces marchés, ils ne le feraient qu'avec la complicité des autorités congolaises de l'Est du pays. On l'a vu, hein. Plusieurs médias occidentaux ont déjà effectué des reportages dans cette région et on voit bien que la porte des sorties naturelles de toutes ces matières premières passe par les Rwandais. Il y a aussi une grande part de responsabilité des autorités congolaises. Mais M. Tengandu, c'est vous qui venez de me poser la question sur la complicité entre le M23 et le gouvernement usurpateur de Kinshasa qui paye ses frais de restauration à Kampala. Et après cette question-là, vous ne pouvez pas ne pas comprendre qu'il y a une très grande complicité entre le gouvernement usurpateur de Kinshasa, Kampala et Kigali. Et je vous renvoie encore une fois au livre de Charles Nana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Dès que nous perdons de vue tous ces documents et bientôt notre livre qui va être sur le marché, nous ne comprendrons rien à ce qui est en train de se passer, M. Tengandu. Nous devons à tout moment, en analysant la situation qui se passe dans notre pays et dans la sous-région de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, avoir référence à ces documents qui sont très clairs entre le marché des dupes qui est en train de qui s'est conclu depuis les années 90 entre Kigali, Kampala et Kinshasa. Très bien, toujours à propos du Rwanda, en dépit des accusations des experts de l'ONU selon lesquels les Rwandais soutiennent les rebelles du M23 qui ensanglantent l'est du pays,
l'Allemagne est revenue sur sa décision de suspension de son aide au Rwanda et va débloquer 7 millions d'euros pour ce pays. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Y a-t-il une évolution? Est-ce une nouvelle défaite de notre diplomatie qui est incapable de convaincre sur ces sujets-là? Monsieur Tenando, quand vous parlez de notre diplomatie, vous parlez de quoi? Parce que je ne vois pas concerner la diplomatie du gouvernement de Kinshasa. Oui, c'est votre diplomatie à vous, ce n'est pas notre diplomatie, parce que moi je ne me vois en rien concerné par cette diplomatie du gouvernement du parti de Kinshasa. Monsieur Tenando, soyons sérieux. Quand on parle de l'aide, qui aide qui? Revenons sur ces questions essentielles. L'Europe est en train de connaître une récession. L'Europe est en récession. Monsieur Tenando, l'Europe n'arrive pas à trouver l'argent pour son fonctionnement. Vous avez suivi dernièrement les débats qu'il y a eu à Bruxelles. Le budget de fonctionnement de l'Europe a été réduit. Et dans l'entretemps, on nous ment en disant que tel ou tel autre pays européen donne de l'aide au Rwanda. C'est du mensonge. C'est-à-dire, c'est l'argent que produisent les multinationales de tous ces pays-là qui ont envahi l'Afrique des Grands Lacs. Ils prennent un peu de cet argent-là pour redistribuer au Rwanda et aux autres pays de l'Afrique des Grands Lacs. Il n'y a pas d'aide. Il y a prédation, il y a pillage, il y a vol et redistribution de cet argent du vol, du pillage et de la prédation. Et vous qui me disiez la fois passée que Kagame est respecté à travers le monde. Est-ce là être respecté que de dépendre à tout moment de l'aide extérieure et d'être à tout moment sous le chantage de ceux qui viennent de l'extérieur, de ceux qui profitent du produit du pillage qu'il orchestre au Congo? Est-ce cela être vraiment respecté? Donc vivre à tout moment comme un petit garçon qu'on traîne, et il suffit que on parle de la suspension de cette aide mensongère pour qu'il commence à trembler et pour qu'il commence à dire, à se justifier. Est-ce cela vraiment des critères de respectabilité? Monsieur Tenando, on ne peut être respecté que quand on est maître chez soi. On n'est pas respecté quand on est un valet, quand on court derrière ces multinationales qui pillent l'Afrique centrale pour enrichir leur pays. Ce n'est pas cela de la respectabilité. Ça s'appelle de la négritude, de la négritude de prédation. Ce n'est pas de la respectabilité. Donc, pour revenir à votre question, oui. Chaque fois que nous abordons les problématiques liées à l'aide, nous devons pouvoir aller au fond des choses. L'Europe ne peut plus nous aider. C'est nous qui aidons l'Europe. Parce que l'Europe est en difficulté. On a vu nous voyons comment l'Europe est en train d'imposer à ses populations les plans d'austérité tels qu'ils sont téléguidés par le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Mais elle-même, qui n'a pas la possibilité de pouvoir répondre aux attentes de sa population, aurait de l'argent à donner aux pays africains. Essayons un peu de réfléchir. Sur cette question de l'aide, il y a aujourd'hui beaucoup de livres. Il suffit d'aller par exemple sur le site de CADTM pour comprendre que toutes ces questions-là sont enrobées dans un grand mensonge pour pouvoir tromper le monde entier. Donc nous devons arrêter avec ces analyses simplistes de l'aide qui partirait des pays européens vers les pays africains. C'est faux. C'est faux. C'est l'Afrique qui aide l'Europe. C'est l'Afrique qui aide le monde. Ce n'est pas le monde qui aide l'Afrique. Très bien. Toujours à propos de ces négociations des Kampala, on a comme l'impression que elles ont donné des idées à d'autres groupes rebelles. Hein. C'est ainsi que dans l'Ituri, les groupes qui opèrent se sont regroupés dernièrement autour d'une coalition des groupes armés des Luturi. D'autres qui évoluent dans les Sud Kivu viennent de faire de même en se coalisant autour d'une union des forces révolutionnaires du Congo. Donc cette coalition s'est définie comme un mouvement politico-militaire.
Est-ce l'unique manière de faire face à ce pouvoir de Kinshasa que de se constituer en bande armée ou en groupe armé? Monsieur Tinlandou, vous posez une question très sérieuse qui demanderait un très grand développement, mais je vais me résumer. Monsieur Tinlandou, pourquoi tous les groupes de résistance contre le pouvoir usurpateur du Congo sont immédiatement assimilés à la rébellion? Pourquoi, monsieur Tenando, quand vous relisez la constitution de Liège qui a été soumise au référendum chez nous en 2005, l'article 64 dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Or, il y a déjà eu violation des dispositions de cette constitution parce que il y a eu des articles qui ont été modifiés et les élections mascarades qui devaient se passer en 2 tours se sont passées en un seul tour. Vous le savez aussi bien que moi, M. Tenando. Et nous avons des preuves aujourd'hui qui confirment le fait que les gens qui sont au pouvoir de fait aujourd'hui au Congo ont fait un coup d'État. Pourquoi est-ce que les Congolais qui se lèvent pour pouvoir faire échec à ces gens qui ont fait un coup d'État sont facilement assimilés aux rebelles? Pourquoi est-ce que les mêmes qui assimilent ces Congolais qui se lèvent pour faire échec à ces individus qui ont fait un coup d'État chez nous classifient les Syriens qui se lèvent contre le pouvoir de Bachar al-Assad parmi dans l'opposition syrienne et mettent tous les Congolais sans aucune distinction qui se lèvent contre le pouvoir usurpateur de Kinshasa dans les rébellions? Pourquoi? Voilà une question que nous ne posons pas. Nous reconduisons facilement toutes les informations qui nous tombent sur Internet. Ah, il y a une rébellion qui s'est levée quelque part. Ah, il y a une autre rébellion. Mais il y a aussi des résistants congolais. Je ne parle pas des méthodes auxquelles ces Congolais recourent pour pouvoir résister à ce coup d'État orchestré par le pouvoir usurpateur de Kinshasa après les élections bidons de 2011. Mais je me dis, nous devons quand même réfléchir. Nous ne devons pas à tout moment reconduire les informations qui nous viennent d'ailleurs pour classifier. On peut encore débattre avec le M23 et mettre tous les restes des coalitions, des groupes armés congolais dans la catégorie des rébellions. Je ne partage pas beaucoup ce point de vue-là. Même si je ne partage pas les méthodes auxquelles ces groupes recourent, mais je ne partage pas cette analyse qui les classifie tous dans les miliciens, dans les milices ou dans les rébellions contre le pouvoir usurpateur de Kinshasa. Parce que nous avons un problème sérieux au Congo aujourd'hui, c'est un problème de légitimité. Et comme il y a une disposition constitutionnelle qui dit que tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution, moi je ne vois pas pourquoi ces Congolais-là ne s'élèveraient pas pour pouvoir résister contre le coup d'État orchestré par ce gouvernement usurpateur, M. Tenando. Sur ce même sujet, vous avez certainement appris que le gouvernement de Kinshasa a publié un communiqué par la voix de son porte-parole, M. Lambert Mende, qui remercie l'Angola et l'Afrique du Sud d'avoir intercepté 2 groupes de Congolais présentés comme des rebelles. Avez-vous suivi cette information et qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Je l'ai suivi et j'ai lu l'article que mon ami Raymond a publié sur Congo One, mais c'est une information qui interpelle et qui donne à penser. Vous savez, M. Tengandu, les élections bidons de 2011 ont connu de près ou de loin la participation de la main sud-africaine. Et quand vous relisez notre histoire, vous vous rendez compte que l'Afrique du Sud n'a jamais
facilement accepter qu'au cœur de l'Afrique, il y ait un pays aussi grand que le Congo qui puisse un jour jouir de son indépendance et de sa souveraineté. J'ai peur que ce qui est en train de se dire maintenant ne puisse être un montage, ça c'est d'un, de deux, et que ce montage puisse être le prix à payer pour le bradage de nos matières premières à Kinshasa, au Congo, pour le bradage de ces matières premières-là, et que ce bradage puisse profiter à l'Afrique du Sud. Parce que à un certain moment, nous avons eu des bruits selon lesquels, dans l'entourage de Jacob Zuma, il y avait des personnes qui étaient impliquées dans la gestion, dans le commerce des matières premières au Congo. Ça, c'est d'un. De deux, il y a un autre projet auquel l'Afrique du Sud voudrait à tout prix participer. Je pense que ça doit être un projet lié au barrage d'Inga. J'ai l'impression que tout ce qui est en train de se passer maintenant soit le prix que l'Afrique du Sud paye au gouvernement usurpateur de Kinshasa pour mériter tous ces différents marchés. Ce sont mes appréhensions, mais attendons voir ce que nos compatriotes de l'Afrique du Sud vont nous dire. J'ai été très intéressé par l'article publié par Raymond sur Congo One, mais attendons voir ce que cela va donner. Je ne suis pas très convaincu que ça soit un procès équitable et un procès fondé sur les faits réels. J'ai l'impression, c'est une impression, j'ai l'impression que ça doit être un montage lié à tous ces marchés que l'Afrique du Sud est en train de conclure aujourd'hui avec le pouvoir usurpateur de Kinshasa. Oui, toujours à propos de l'Afrique du Sud, on a comme l'impression que les Noirs sud-africains qui à l'époque se battaient dans l'ANC étaient soutenus par toute l'Afrique. Et voilà que cette classe moyenne noire a accédé au pouvoir en Afrique du Sud. Elle se comporte avec autant de cynisme que les Blancs de l'époque de l'apartheid. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Parce que l'Afrique du Sud, on a comme l'impression que dans cette affaire, elle ne pense qu'au business. Monsieur Tienlandou, c'est signe que ce ne sont pas les Noirs de l'Afrique du Sud qui sont au pouvoir. Ceux qui sont là, ce sont des marionnettes, des véritables détenteurs du pouvoir. Ce sont les marionnettes des véritables cercles du pouvoir qui règnent en Afrique du Sud. Vous avez vu ce qu'on a fait avec les travailleurs des mines il n'y a pas très longtemps en Afrique du Sud. Nous avons vu des images. La police a tiré sur ces travailleurs des mines à bout portant. C'est signe que l'Afrique du Sud n'est pas aussi sortie du bourbier du tunnel que nous le croyons. Les Zuma et les autres là, c'est pas vanne sur le devant de la scène, mais j'ai la nette impression que ce ne sont pas eux qui dirigent l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est dirigée par les véritables cercles du pouvoir qui n'apparaissent jamais sur le devant de la scène. Et ils tirent les ficelles de façon que l'Afrique du Sud soit sur le devant de la scène et que les autres pays de l'Afrique ne puissent pas eux aussi émerger. Très bien, on va revenir sur Goma où l'on annonce des bruits de bottes. On parle d'un renforcement des rebelles autour de Goma et en cela soutenu par l'armée rwandaise. Et cette information a été confirmée de plusieurs sources indépendantes ainsi que de certaines sources sécuritaires dans la province. L'on se pose la question, on négocie à Kampala et puis il y a des mouvements, des bruits de bottes autour de Goma. À quel jeu joue finalement les Rwandais? Monsieur Tenlandou, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit au cours de l'une de nos émissions. Le fait qu'il y ait eu, avant ces fameuses négociations à Kampala, une rencontre entre Museveni, Kagame et Kabila, le fait qu'il y ait eu cette rencontre-là était déjà un présage que nous devrions interpréter. Tout a été dit à ce moment-là. Et les trois dont je viens de parler participent du grand projet de la guerre permanente
de la guerre de basse intensité permanente. Pourquoi? Parce que cette guerre profite au réseau transnational de prédation chez nous. Cette guerre profite aux entreprises multinationales des pays qui supportent les trois qui sont au pouvoir. Cette guerre profite à l'expansion du néolibéralisme. Et je vous répète encore ceci, que comme la guerre de basse intensité est un moyen d'avoir accès aux matières premières stratégiques, cette guerre ne comptabilise pas les coûts humains et sociaux. La guerre peut durer autant de temps que cela est acceptable par ses commanditaires, ça ne leur dira absolument rien. Ce qui importe pour les commanditaires de cette guerre, c'est de faire du profit, encore du profit, encore du profit. Et si ils ont dans leur projet l'implosion du Congo, ils vont y arriver. Hein, ils font semblant de pouvoir arrêter et d'écouter, mais ils ne se convertissent jamais avant d'avoir atteint leur but. À condition que les Congolais se ravissent, à condition que les Congolais se liguent comme un seul homme, comme le dit l'une des grandes dames à laquelle je rends hommage, Madame Thérèse Pakassa, qui, elle, a su reposer le problème qui se pose aujourd'hui chez nous en termes de légitimité politique, une légitimité que nous avons perdue depuis les années 60. Et ce sont les mêmes qui ont contribué à la perte de cette légitimité qui soutiennent cette guerre de basse intensité et qui va se poursuivre tant que les Congolais ne comprendront pas qu'ils doivent se liguer avec leur masse populaire pour pouvoir faire échec à cette guerre de vol, de pillage, de prédation et de viol. Très bien. À Kinshasa, les partis politiques PPRD a entamé les jeudis 7 février des concertations avec les partis politiques de l'opposition en prévision du dialogue national annoncé par Joseph Kabila lors de son message de vœux à la nation. Ces consultations sont conduites par Évariste Bouchab, secrétaire général de ce parti. Cet hypothétique dialogue national aurait pour but le renforcement de la cohésion nationale. Vous-même avez écrit sur ces sujets de la cohésion nationale cette semaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce la meilleure manière d'aborder ces sujets-là? Puisque on a, excusez-moi, on a comme l'impression que on veut créer des concertations pour après se distribuer des postes. Hein? Monsieur Tenandou, je vous renvoie, avant de faire allusion à mon article, je vous renvoie à un article, à une interview réalisée par Congo News avec Madame Thérèse Pakassa. Cette interview est intitulée « Un entretien testamentaire de Thérèse Pakassa sur la sortie de la crise ». Voilà, à mon avis, une actrice congolaise, une actrice politique congolaise que je prends au sérieux. Pourquoi, Monsieur Tenandou? Cette dame essaie de retracer l'histoire de notre pays. Elle aborde la question actuelle du Congo, la question de ce qu'on appelle crise au Congo, à partir de notre histoire, en essayant de montrer que cette question-là est une question de légitimité politique et que cette légitimité a été perdue avec l'assassinat de Lumumba en 1961, le 17 janvier 1961, et que depuis lors, on est allé de concertation en concertation sans qu'on puisse arriver à la véritable légitimité politique au Congo. Et à son avis, on aurait pu résoudre ce problème si on avait accepté les résultats, les véritables résultats. Si les véritables résultats des élections bidons de novembre et décembre 2011 avaient été proclamés. Mais parce que
il y a eu un coup d'État qui a été fait après ces élections-là, passer par quatre chemins pour organiser les dialogues et croire qu'on va arriver à résoudre la question de la légitimité politique, c'est une perte de temps. En tout cas, je vous renvoie à ce texte-là, vous pouvez le lire. Il est intitulé un entretien testamentaire de Thérèse Pakassa sur la sortie de crise. Pour elle, il n'y a d'autre solution que la vérité des urnes. Mais pour revenir maintenant à la question de la cohésion nationale, M. Tine-Ngandou, dans mon article, je dis que la cohésion nationale, la cohésion sociale ne se décrète pas. La cohésion sociale se fabrique sur le temps. Et il y a deux éléments essentiels, deux ingrédients fondamentaux qui contribuent à l'avènement d'une véritable cohésion nationale. C'est un sentiment de justice, mais aussi un minimum de confiance. Or, depuis les années 65 jusqu'à ce jour, la majorité de nos compatriotes n'ont jamais eu l'impression qu'il y a un minimum de justice qui leur permette de pouvoir se comprendre comme étant tous des citoyens et des citoyennes égaux devant la loi. Il n'y a jamais eu dans notre pays une justice distributive qui permette aux majorités de nos populations de pouvoir avoir accès au minimum vital requis, c'est-à-dire à l'école, à la santé, à l'emploi, au logement. Il n'y a jamais eu cela. Et les droits sociaux, économiques et culturels de nos populations ont toujours été violés depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour. Et la confiance n'a jamais existé, ne fût-ce que de façon maximale, entre les gouvernants de ce pays-là et la majorité de nos populations, depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour. Donc, depuis lors, la cohésion nationale ne s'est pas mise en marche. Ce sont les compatriotes qui luttent, qui essayent quand même, tant bien que mal, de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir créer un peu de solidarité pour faire face aux privilégiés du système depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on vient nous dire, on va créer la cohésion nationale. Qu'est-ce que cela signifie? On voudrait faire quoi? On voudrait officialiser le coup d'État fait après les élections bidons de novembre et décembre 2011 et se redistribuer les postes. Hein? Vous voyez, M. Tine-Ngandou, quand il s'agit du partage des postes et ce qu'on appelle l'opposition et ce qu'on appelle majorité, ils se mettent ensemble, mais ils ne pensent pas à la majorité de nos populations. Voilà pourquoi l'entreprise à laquelle ces messieurs-là sont en train de s'adonner aujourd'hui est vouée à l'échec. Et j'ajoute un autre élément, M. Tine-Ngandou. Comment peut-on à la fois chercher à créer de la cohésion nationale tout en travaillant avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui dictent des politiques économiques antisociales? C'est une contradiction. On ne saura jamais réaliser la cohésion sociale en travaillant sur base des politiques économiques antisociales. Et tant qu'on dépendra du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, je ne vois pas notre pays en train de sortir du bourbier. Ce sont les autres pays qui ont essayé de couper le cordon ombilical avec ces petites mains du néolibéralisme qui essaient tant bien que mal de se tirer d'affaire dans cet article-là. Je cite l'Équateur, je cite la Bolivie, je cite le Venezuela. Voilà des pays qui se sont engagés au service de leur peuple en s'engageant sur la voie du socialisme du 21e siècle. Et bientôt, si la banque n'existe pas encore, ils vont créer leur banque, la Banque du Sud. Voilà des peuples qui ont compris qu'avec un peu d'imagination, avec un peu de volonté politique, avec un grand amour patriotique, on peut arriver à quelque chose. Pas ces charlatans qui sont en train de s'amuser avec l'argent de notre pays et en nous faisant croire qu'ils vont réaliser la cohésion sociale en une séance de quelques 3 ou 4 semaines. Non, non, M. Tine-Ngandou. La cohésion sociale ne se décrète pas. Elle se construit. Elle se bâtit à travers des efforts intergénérationnels.
Et je ne vois pas beaucoup d'efforts déployés dans ce sens-là dans notre pays au jour d'aujourd'hui. Très bien. Pour finir, cette semaine est paru à Kinshasa un livre intitulé La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion. Donc c'est un livre collectif dirigé par les profs Justin Kankwenda Mbaya. Pourriez-vous nous en dire un mot puisque vous-même y avez participé? Oui, je vous dirais, M. Etienne Ngandou, qu'à partir de ce livre et de bien d'autres allant dans le même sens, nous sommes en train de répondre aux vœux de Patrice Emery Lumumba, qui avait dit qu'un jour, le Congo écrira son histoire. Mais ça ne sera pas l'histoire comme elle est écrite à partir de Bruxelles, de Paris ou de Londres. C'est cette écriture de cette histoire avec notre propre sang que nous avons débuté avec ce livre-là. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes adonnés à une analyse sans complaisance des tenants et des aboutissants de la guerre de basse intensité que notre pays est en train de connaître depuis les années 90, en essayant d'en indiquer les acteurs internes et les acteurs externes et en proposant quelques pistes pouvant nous aider à devenir demain les démiurges de notre propre histoire. Voilà le travail auquel nous sommes adonnés, et j'en profite pour remercier le professeur Justin Kankwenda Mbaya qui assumait avec d'autres amis cette charge-là pour produire ce livre de grande qualité et qui fera bientôt partie de la bibliothèque de certains de nos compatriotes épris de la lecture. En dehors du professeur Kankwenda, qui d'autre a participé également? Il y a le professeur Mukonda qui a participé à la rédaction de l'introduction. Il y a un compatriote de l'Est qui vit en Belgique ici, mais dont le nom m'échappe maintenant, qui a aussi participé. C'est au moment où j'aurai en main le livre que je pourrai en connaître tous les auteurs. C'est le secret, pour le moment, le secret du prof Kankwenda Mbaya qui avait tout coordonné. Et le livre est encore à Kinshasa. Je ne l'ai pas encore eu. Dès que je l'ai, je pourrai vous communiquer les noms des autres auteurs. Ah, très bien. Merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.